Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Aujourd'hui, je suis avec Erika Venman. Bonjour Erika. Bonjour Marine. Depuis 2016, tu es la fondatrice et la directrice de publication du magazine indépendant Nine Lives et tu écris pour différents médias. Tu es entre autres journaliste pour les pages culture du magazine Réponse Photo. Exact. Pour commencer, pourrais-tu revenir sur ton parcours professionnel ainsi que les rencontres que tu as faites avant de fonder Nine Lives en 2014 ? Alors, début de ma carrière, il commence en 1999. C'était au siècle dernier. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais en fait, en 23 ans, il s'est passé énormément de choses. Pas que pour moi, hein, bien sûr, mais dans le milieu de la photo, mais aussi dans la société. Il y a eu énormément de révolutions, notamment la révolution numérique, qui est clairement au cœur de ma carrière. Et en fait, j'ai commencé à travailler pour l'un des tout premiers journaux de photos sur Internet. Ça s'appelle photographie.com. Je crois que ça existe toujours. Je ne sais pas trop leur activité. Et en fait, au début, j'ai été embauchée comme directrice artistique, puisque moi, dans mes études, je viens des arts appliqués. Et en fait, voilà, ça a commencé comme ça. Au début, on nous prenait un peu pour des fous. Enfin, je veux dire, pour des fous, mais surtout pas. On n'était pas très sérieux, quoi. Enfin, on avait la sensation que notre activité était pas très sérieuse. Ça, c'était un peu compliqué à gérer au quotidien. Et surtout, à l'époque, il n'était pas vraiment question de faire payer les lecteurs, puisque déjà, on essayait d'en acquérir. Il fallait qu'on puisse se dire, ben voilà. Nous, on est un média, et pour attirer le maximum de gens. Enfin, je vous rappelle qu'en tout cas, en 99, tout le monde il n'y avait pas forcément la DSL chez tout le monde. Les gens payaient leur abonnement très cher à Internet, donc ils n'allaient pas non plus payer des abonnements pour des médias. Donc je pense que le modèle économique de la presse en ligne, elle a mal démarré à cause de ça. Parce que dans un premier temps, on ne nous prenait pas beaucoup au sérieux. Et finalement, comme beaucoup, on a lancé ça de manière gratuite. Après, avec de la pub, du coup, Alors, avec de la pub, c'était compliqué, en fait, mais ça l'est toujours. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait de la pub, ça existait, hein, bien sûr, mais il fallait avoir de gros volumes. Sauf que quand t'as une presse spécialisée dans la photo, c'est quand même une presse... quasiment de niche, hein. On n'a pas un volume de lectorat qui est énorme. Donc, t'es payé au coup par 1000, t'es payé quelques centimes pour 1000 vues, finalement, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu pollues ton site pour mettre de la pub et ça te rapporte rien. Donc après, il faut arbitrer, hein, savoir si t'en veux ou pas. Je pense moi j'y suis restée 10 ans, on a essayé beaucoup de choses. En tout cas, toujours est-il que on n'a jamais vécu de ça. C'est-à-dire, nous, à côté, on avait des activités événementielles qui nous faisaient vivre, tout simplement. Donc, en fait, assez tôt et dès le départ, ça a commencé comme ça. Pour revenir à cette époque-là, il y a eu... moi, je suis arrivée en pleine crise, en fait. Crise de la presse et crise de la photo par rapport à l'arrivée du numérique. Donc, j'ai jamais connu quelque chose de très serein. C'est, je pense, ce qui m'a forgé un peu cette habitude et ce caractère à me battre. Et donc pendant 10 ans, j'ai fait ça. Ensuite, je me suis mise à mon compte. Je voulais plus faire de presse. Je voulais plutôt travailler dans l'événementiel, pour une raison économique, hein, particulièrement. Et puis en plus, c'était à l'époque où les médias photos, alors plutôt papier, hein, fermaient les uns après les autres. Donc... voilà, pour moi, c'était logique de continuer de travailler dans la photo, mais différemment, et de m'éloigner de la presse, parce qu'en fait, c'est pas... moi, j'ai pas fait des études de journalisme, par exemple. Et en fait, 3 mois après avoir monté ma boîte, j'ai été contactée par le rédacteur en chef d'American Photo, qui travaillait à New York à l'époque,
Et il avait un projet de média photo en ligne. C'était un journal, un quotidien. Et donc il m'a contactée en me disant « Tout le monde me parle de vous, il faut qu'on travaille ensemble ». Moi, j'ai refusé dans un premier temps. Je voulais pas travailler en presse. Je savais trop que c'était compliqué. Ça faisait 10 ans que je m'étais pas mal fatiguée à ça. Donc j'ai refusé. Et puis il a été hyper insistant. Du coup, j'ai travaillé avec lui de manière un petit peu... c'était récurrent, mais c'était pas quotidien. Et le projet, c'était sur quoi ? Alors le projet, c'était en fait, c'est né en 2010. C'était à l'époque, ça s'appelait le Journal de la photographie. Alors pareil, là, ce qui était intéressant, c'était de voir le modèle économique. Le modèle économique, en fait, c'était l'un des actionnaires principaux avait une société de logiciels d'applications mobiles. Ça fonctionnait du tonnerre. Il avait beaucoup d'argent, donc en fait, il finançait entièrement et complètement le journal de la photographie. Donc c'était plutôt très cool, très sincèrement. Là, on pouvait faire notre boulot sans avoir à imaginer comment payer chacun, comment faire fonctionner le journal. Et en fait, au bout de 3 ans, le fameux actionnaire, en fait, sa société s'est cassée la gueule. Nous avec, forcément. C'était une fragilité finalement. On est en 2013, donc la société ferme avec... Moi, j'avais énormément de factures impayées. Et du coup, on m'a proposé d'être associée pour le nouveau projet, en fait, qui s'appelle toujours d'ailleurs l'œil de la photographie. Donc, j'ai participé à la création de ce nouveau média. Avec du coup nouvelle personne ou le noyau la même équipe, c'est juste en fait on s'est détaché de l'actionnaire principal qui finalement n'avait plus d'argent pour continuer et était un petit peu fuyant sur la suite. Donc on a décidé en fait de remonter le média. Pas le même nom, mais c'était exactement la même chose. Mais bon, il faut quand même tout refaire. Il faut tout reprendre à zéro. Par rapport au moteur des recherches, etc. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le journal de la photographie avait beaucoup de succès, avait beaucoup de lectorat, donc on a tout repris à zéro. Ça a été compliqué. Puis ça a été d'autant plus compliqué qu'on n'avait pas de modèle économique. Toujours le même problème, en fait. C'est-à-dire, on voulait rester gratuit, etc. Et du coup, alors il y a eu des mécènes qui nous ont apporté de l'argent, etc. Ça a duré quelques temps. Moi, j'avais recruté une personne pour aller chercher de l'argent, en fait, tout simplement. Donc, elle a réussi à avoir des annonceurs. C'était pas vraiment de la pub, c'était une sorte c'était plutôt du public rédactionnel. Donc, le public rédactionnel, c'est simple, en fait, c'est du contenu qui est créé par les journalistes, mais qui est rémunéré par une marque. Donc, on a eu plusieurs marques, donc on a tenu comme ça. Et puis, il y a eu vraiment des plats, quoi, c'est-à-dire des phases de plateau où en fait on avait besoin d'argent mais on n'arrivait pas à en trouver et en même temps il faut continuer le quotidien. Et le journal de l'œil de la photographie, c'est un journal international, donc on parle de tout ce qui se passe dans le monde, de bilingue, 12 articles par jour, il faut gérer une équipe de 36 personnes, c'était énormissime. Franchement, j'ai pas beaucoup... je crois que j'ai fait que travailler pendant ces 3 ans. Et puis... très ambitieux. Ouais, hyper ambitieux, c'était quand même très très gros. Et puis, en fait, il y a eu des dissensions au sein de l'équipe, pas de l'équipe, mais des associés. Et je suis partie. Un peu poussée d'ailleurs, on va dire. Et donc, avec la fille que j'avais recrutée pour aller chercher de l'argent, on s'est dit, allez, on va monter notre média... et puis moi j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus moderne parce que le rédacteur en chef de l'œil de la photographie il a plus de 70 ans donc c'est un petit peu à l'ancienne et pour moi c'était ça ne me convenait pas donc je voulais quelque chose qui se rapproche plus de moi en fait et puis je voulais ouvrir un petit peu, je voulais pas que faire de la photo, pour moi je voulais ouvrir à la musique etc., aux arts visuels et donc j'ai monté ce nouveau média en 2016 qui à l'époque ne s'appelait pas Nine Lives, puisqu'en fait j'étais associée, qui avait un autre nom. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé de la même manière acharnée que l'œil de la photographie pour monter ce média.
En ligne aussi. En ligne, sans un sou. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai pas eu de rémunération. Ça a été un petit peu dur. Et en fait, voilà, ça, avec cet associé, ça s'est mal passé également. Du coup, voilà, j'ai décidé de remonter un média. Alors c'est pas vraiment remonter, mais bon, de rechanger de nom, etc., etc. Sauf que là, j'avais une urgence vitale, qui était celle de pouvoir vivre. C'est-à-dire pendant 2 ans, je m'étais complètement consacrée à la création de ce nouveau média, qui me faisait, pour moi c'était génial, hein, vraiment, je pouvais associer tout un tas de choses et vraiment faire ce que j'avais envie de faire. Mais voilà, quand on n'a pas de rémunération, au bout d'un moment, on peut plus. Et j'étais arrivée à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il fallait que je refasse encore un nouveau média. Ça commençait à faire beaucoup, vraiment. Je crois que j'étais épuisée. Mais j'avais pas envie de laisser tomber. Pour moi, j'ai même pas réfléchi, en fait. Je m'étais dit, ok, ce projet-là, à nouveau, il se casse la gueule. Allez, j'y vais, cette fois-ci, j'y vais seule. J'y vais pas avec quelqu'un qui, finalement, vampirise mon travail. Parce que, au bout d'un moment, voilà, c'était un petit peu agaçant. Donc j'y suis allée toute seule. Et puis là, je me suis dit, ça fait plus de 20 ans que je m'abîme, que je m'esquinte à essayer de trouver des manières de vivre, de faire fonctionner un média. J'ai tout essayé, hein, le public rédactionnel, les annonceurs, le mécénat, les investisseurs. Et finalement, tout ce jeu d'argent entache beaucoup la ligne éditoriale, qu'on le veuille ou non. Et ça, je me suis dit, pour vraiment pouvoir être libre, il ne faut pas avoir besoin d'argent. Sauf que moi, j'en avais besoin. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire comme je faisais à chaque fois, de faire des choses à côté par rapport avec le titre de média, je vais le faire, mais d'un point de vue indépendante. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, je vais travailler à côté. Et puis, ça va me faire vivre et je vais pouvoir travailler sur le média qu'est Nine Lives de manière libre et indépendante. Et ça, c'était hyper important pour moi. Avec toujours ce petit truc à me dire, au bout d'un moment, si c'est trop, j'arrête. C'était important de me le dire, je pense. Et donc, du coup, voilà. Donc, et ça, c'était en 2018. Donc, depuis 2018, Nine Lives existe. Je n'ai aucun... Il n'y a pas d'annonceur qui va me dire, oui, mais ça, tu vois, ça, j'aime pas trop le ton que tu prends, etc. Et en fait, Nine Lives, c'est vraiment un média de liberté. Pour moi, bien sûr, en premier lieu, mais aussi, je pense, pour les autres. Moi, je partage un peu, le milieu de la photographie, c'est un petit milieu, mais il est formé de tout un tas de gens qui est absolument passionnés, qui se... Là, je vais être un petit peu vulgaire, mais vraiment qui se font chier pour faire des choses bien, quoi. Je veux dire, des festivals, des éditions, des expositions, des galeries. Il y a quand même des gens qui, voilà. Je pense qu'il faut les soutenir. Et la presse a ce rôle-là. Elle a le rôle de soutenir, mais aussi, quand il faut, elle a le rôle de pouvoir dénoncer. Et ça aussi pour moi, c'était important. Et je crois que d'avoir un média où on peut dire... de manière très naturelle, ce que pense, de pouvoir dire tout haut ce que pensent les gens tout bas, c'est-à-dire parfois quand il y a un tel ou une telle qui est nommé, c'est souvent un tel d'ailleurs, qui est nommé à la tête d'une institution, pouvoir dire que c'est le jeu des chaises musicales dans le milieu de la photo, mais pas que dans le milieu de la photo, on est d'accord, mais pouvoir le dire, ça fait du bien, et je pense que ça fait du bien aussi aux lecteurs et lectrices qui lisent. Et de pouvoir oser dire ce genre de choses. Pouvoir dire également à la nomination d'un photographe à l'Académie, alors je parle pas la dernière personne puisque c'était une femme, de pouvoir dire que c'était le 4e homme blanc qui entrait à l'Académie, secteur photographie. Alors ça m'a pas valu beaucoup de... j'ai eu des mails d'insultes, clairement, en disant que c'était idiot, etc. Mais c'était ô combien vrai. Je veux dire, c'est une évidence. Le photographe en question n'a pas du tout apprécié. Il me l'a fait savoir. D'ailleurs, à la nomination de Dominique Isserman. Et voilà, Dominique Isserman, aujourd'hui, elle a un siège à l'Académie et c'est bien. Je veux dire, d'avoir un petit peu plus d'inclusivité, d'avoir un petit peu plus de femmes dans cette institution. Pour moi, c'est important. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que
Alors oui, ça me paye pas, mais la liberté d'avoir un média indépendant, c'est hyper précieux, quoi. Et c'est précieux pour moi, mais aussi pour les lecteurs et pour les gens du milieu de la photo, je pense. Est-ce que tu avais d'autres modèles de médias, mais dans d'autres milieux qui t'ont aussi inspiré en termes de ton et de liberté, ou où c'était plutôt c'est vraiment venu de toi et tu as eu l'impression j'ai pas vraiment une modèle, en fait. Moi, les modèles qui m'entouraient, ce sont plutôt des modèles qui se sont cassés la figure. Je veux dire, et puis la presse web, il y en a pas eu beaucoup, et donc moi je pense que j'ai toujours eu beaucoup la tête dans le guidon à être finalement, parce que finalement en 23 ans j'ai quitté la presse 3 mois quelque part, d'être à ce point occupée à travailler, ça laisse pas beaucoup de temps pour regarder ce qui se passe à côté, ce qui n'est pas bien forcément, mais finalement je veux dire voilà, les choses ont été comme ça. Donc moi, je connais bien maintenant le milieu de la photo, je connais bien le milieu de la presse web, je connais très bien la technique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel quand on a un média web, c'est de connaître la technique. Si on connaît pas la technique, c'est quand même difficile. Tu l'as appris toute seule ou tu t'es entourée Ouais, j'ai beaucoup appris seule. J'ai acheté des bouquins, un peu plus récemment, il y a YouTube qui est génial pour ça, quand on cherche un truc, mais c'est vrai qu'à l'époque, fallait passer par les bouquins, les bouquins physiques à acheter, qui font 550 pages. Et tu codais ou c'était un WordPress On est obligé, au bout d'un moment, de mettre les mains dans le cambouis, pour des raisons économiques, parce que, en tout cas, au début des années 2000, les informaticiens prenaient une fortune pour développer le moindre truc. Donc au bout d'un moment, il a fallu commencer à coder. Après, il y a eu effectivement les gestionnaires de contenu type WordPress. Ça a été une révolution, mais en même temps, ça fait pas tout. Et si on veut développer un petit peu son site, il faut pouvoir le faire soi-même, et il faut, si besoin, il faut pouvoir en tout cas savoir ce qui va pas. Au sein de Nine Lives, je travaille quand même avec quelqu'un qui s'occupe un petit peu de la technique, mais notamment des questions serveurs, puisqu'en fait, on a eu des attaques de serveurs il y a 2 ans, je crois. Donc on a dû installer des serveurs privés. Ça a été très coûteux, mais bon, en même temps, voilà, c'était un petit peu obligé. Donc toute la partie sécurité, etc. Je pense qu'il faut le laisser à des pros, et ça, je m'en occupe pas. Mais bon, pour la principale activité technique, il faut quand même s'y connaître, parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps en fait. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment de modèle. Moi, j'ai testé beaucoup de choses, plein de choses, et à chaque fois je me heurtais à ça. Ah oui, mais si je fais ça, ça va entacher obligatoirement la ligne éditoriale. C'est sûr. Et ça, je voulais pas. Donc j'ai dû dissocier en fait ma vie professionnelle à moi perso en tant qu'indépendante, voilà, à aller chercher des clients, etc., à travailler, à faire des piges à droite à gauche, et puis de l'autre côté avec Nine Lives où je suis où je fais ce que je veux en fait. Ça c'est hyper précieux. Donc j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir comment ça marche à droite à gauche. Alors dans le milieu de la photo, je sais comment ça marche, et on en est tous au même problème, et dans la presse généraliste aussi, Je veux dire, c'est la merde. Enfin, faut le dire. Je veux dire, en fait, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, si jamais tous mes lecteurs payaient 1 ou 2 euros par mois, ça irait très bien. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'en soi, ça pourrait marcher. Mais aujourd'hui, on est dans une société où les gens ne veulent plus payer pour être informés. Et ça, c'est un problème. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est le sujet de la presse en général qui est où en plus du coup je trouve que de plus en plus les publics rédactionnels parfois sont pas toujours très clairs. Donc franchement, je pense que 90% ne sont pas notifiés. Voilà, donc il y a faut être clair. Enfin, je veux dire, mais parce que normalement il y a une obligation légale quand on est payé pour faire un truc, de l'écrire. Faut écrire public rédactionnel. Ouais. C'est pas, enfin, je veux dire, dans les faits, c'est pas du tout fait. On le voit bien quand on ouvre un magazine, souvent en papier, on sait ce qu'il y a derrière. Enfin, et moi, j'avais plus envie
aussi, quelque chose de très important, au bout d'un moment, j'avais la sensation de vendre quelque chose de commercial, quoi. Et ça, j'avais plus du tout envie. J'ai pas envie de vendre des choses. Moi, je suis pas là pour vendre. Je suis là pour parler des gens, mais j'ai rien à vendre, clairement. Et du coup, voilà. Et le fait de vraiment de mettre la partie financière à côté. Alors c'est beaucoup de travail aussi, parce que moi, du coup, je travaille à côté, donc ça me prend un petit peu de temps et c'est du temps que j'ai en moins à consacrer à Nine Lives. Mais il y a plus toutes ces choses qui peuvent rentrer à me dire ah oui mais bon ça c'est mon client donc je peux voilà ça c'est un client de Nine Lives alors que s'il fait quelque chose là j'ai pas d'idée mais ça peut arriver qu'il y ait clairement des conflits entre celui qui vous paye, celui qui met de la pub chez vous et puis ce qu'il pourrait faire par exemple. Ça c'est sûr. Donc finalement je suis dégagée de pas mal de choses et c'est assez précieux. Et est-ce que tu te mets un nombre d'articles par jour, par semaine? Parce que du coup, le fait d'être seul et enfin voilà, enfin de pas avoir une équipe avec qui échanger sur des thématiques, comment tu te mets comment tu fais pour avoir une sorte de rythme et de rigueur, parce que du coup il y a tous les jours une newsletter qui est envoyée. Voilà, comment t'as pu t'organiser? Alors moi j'ai plein de défauts, mais j'ai une très grande qualité, c'est d'être extrêmement bien organisée. Vraiment, si je devais m'écrire qu'une seule chose sur mon CV, c'est ça. Et c'est ce qui fait que je peux faire ce que je fais. Il y a quand même une grande majorité de gens qui pensent que mon quotidien c'est Nine Lives. En fait, non, mon quotidien c'est autre chose et le week-end c'est Nine Lives, en gros. Donc en fait, je fais ça sur mon temps libre, mais il faut une grande rigueur. Et en fait, pour ça, j'ai mis en place des systématismes. C'est la manière la plus facile, du coup, d'organiser ça. Et en fait, donc il y a un nombre d'articles par jour, effectivement, qui est défini, qui est souple aussi. Je peux pas non plus m'enfermer dans quelque chose de trop rigide. Mais alors tous les jours, par exemple, il y a un éphéméride. Ça, c'est le truc un petit peu marrant. Alors c'est assez long à faire parce que c'est beaucoup de recherche. L'éphéméride, voilà, c'est quoi ? C'est un fait historique sur le jour dans lequel on est. Alors ça peut être la naissance d'un photographe, la mort d'un photographe, quelque chose qui est plus lié à un événement culturel ou un peu plus large, donc des trucs un petit peu sur les journées mondiales, internationales, etc. Voilà, un petit focus, c'est très court, c'est une image, parfois un gif aussi. Voilà, ça c'est un peu léger, mais malgré tout c'est quand même un peu de travail. Et puis surtout, en fait, je me suis aperçue il y a quelques temps, puisque en fait à partir du début de Nine Lives, j'ai commencé à compter parce qu'on m'a fait la réflexion qu'il y avait trop d'hommes, enfin en tout cas il y avait pas suffisamment de présence pour de femmes photographes. Donc j'ai commencé à compter mon contenu et en fait franchement j'étais bonne partout sauf là. Voilà, l'éphéméride c'était l'enfer. Donc un été il y a 2 ans, j'ai fait plein de recherches. Je me suis beaucoup appuyée sur le livre de Marie Robert et Luce Lebar, qui a été publié aux éditions textuelles, pour avoir des noms de femmes photographes et pouvoir les inclure. Maintenant, l'éphéméride est très 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 féminin. J'essaye de compenser un petit peu. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment c'est très anecdotique. Je mets toujours en avant une exposition. Donc là, il n'y a pas de contenu éditorial, c'est vraiment juste une annonce d'exposition. Et puis on a alors tous les jours on a un article spécifique. Le lundi c'est un entretien, c'est une interview. Le mardi c'est plutôt l'édition. Le mercredi c'est un événement, une exposition. Le jeudi là c'est vraiment un focus sur les appels à candidature. Très sincèrement, c'est une rubrique qui fonctionne plutôt bien. Alors pareil, les appels à candidature, je les sélectionne, c'est-à-dire que il y a pas si les photographes doivent payer, c'est niet, a priori, après des fois il y a des structures où c'est très peu cher mais ça assure une bonne visibilité, donc j'essaye toujours d'arbitrer un peu. Si les droits d'auteur ne sont pas respectés, je ne les partage pas. Alors des fois ça nécessite d'éplucher 15 pages de règlement, mais voilà, donc j'essaye vraiment de faire une sélection pour que les photographes ne se sentent pas parce qu'il y a énormément d'abus dans les prix et les bourses dans le milieu de la photographie. Et puis le vendredi, je le consacre à un ou une photographe en publiant un portfolio. Alors honte à moi, c'est qu'aujourd'hui je ne les rémunère pas. Mais vraiment, je suis pas fière régulièrement, je me dis qu'il faut que j'arrête cette
cette rubrique, mais en même temps, voilà, j'ai des photographes qui veulent montrer leurs photos, donc je suis pas hyper à l'aise avec ça. Je sais que ça, je dois rapidement y remédier. Bon, pour l'instant, il y a d'autres choses à faire. Là, j'ai commencé à faire des demandes de subventions pour 2023, donc si ça passe, voilà, il y a des choses que je vais mettre en place. Là, j'essaye vraiment un petit peu d'essayer de pouvoir avoir de l'argent ici et là pour pouvoir financer la production et puis éventuellement donc payer des droits d'auteur, ça j'y tiens. Voilà, mais pour l'instant je le dis parce que c'est pas le cas, les photographes ne sont malheureusement pas rémunérés. Et donc tous les jours de la semaine, il y a une news voilà, de l'actu chaude. Et puis il y a Marie de la Fresnaye qui travaille avec moi, qui elle est journaliste art contemporain. Elle fait un travail formidable parce que elle va partout en France, partout en Europe. Elle rencontre voilà, les artistes, les directeurs, directrices de musées, d'institutions, de galeries, etc. Elle fait voilà, vraiment un gros travail. Donc tous les jours, il y a un article de Marie qui est publié. Et enfin, c'est une spécificité de Nine Lives, c'est que chaque semaine, on invite une personnalité du monde de la photographie et des arts visuels, en fait, à être un petit peu le rédacteur en chef, invité. Alors ça, c'est une spécificité de Nine Lives parce que depuis le début, en fait, donc depuis 2016, c'est quelque chose que je voulais. Je voulais pas être rédactrice en chef. Je voulais vraiment que les rédacteurs en chef changent pour avoir une pluralité de regards, de points de vue. Donc ça, c'était assez important et en fait, ça fonctionne plutôt très bien. Alors ça leur demande un peu de travail à ces invités, malheureusement pour eux, mais c'est hyper riche. Je veux dire, il y a des semaines qui sont absolument génialissimes. Et donc voilà, tout ça, ça fait que j'arrive à faire des éditions chaque jour, qui sont programmées bien sûr. Tu les programmes du coup en avance ou c'est... Généralement, je travaille à J-5, J-7 dans l'idéal. Après, pour les news, je reste très souple, hein. Mais de toute façon, je ferai jamais mieux qu'un réseau social. Je ferai jamais mieux que Facebook pour annoncer le décès d'un photographe. Ça, très sincèrement, c'est terrible à dire, mais bon, voilà, ça, c'est les news qui arrivent. Tout de suite, il faut faire des choses. Des fois, j'ai le temps d'écrire quelque chose, mais voilà, je ferai pas mieux. Donc, de toute façon, il faut prendre un petit peu de recul et se détendre de ce côté-là, très sincèrement. Je suis pas là, je suis pas l'AFP ou donc voilà. Donc des fois, il peut m'arriver effectivement d'écrire une nécro 4 jours après. Parce qu'on va écrire quelque chose. Des fois, ça va être immédiat parce que je vais avoir le temps de le faire sur le moment, mais j'essaye de pas trop me stresser à ce niveau-là. Et puis, donc voilà, donc il y a des gens qui sont abonnés au quotidien et d'autres qui sont abonnés à l'hebdo. Et du coup, voilà, je fais une sorte de best-of qui est envoyé tous les samedis matins. Et il y a aussi, et on peut aussi être mécène, c'est ça ? On peut être... Non, alors mécène... C'est pas mécène, mais... Alors, en fait, aujourd'hui, on peut être adhérent. Ça, en fait, il y a deux choses. Ça, je l'ai mis en place il y a un an. La possibilité de faire des dons. Tout simplement pour aider à payer les frais de prod qui sont finalement tout est relatif, je veux dire, pour ma bourse plutôt élevé parce que ça vient de ma poche, mais pour n'importe quelle entreprise, c'est rien du tout, hein. On parle vraiment de plusieurs milliers d'euros, c'est franchement pas grand-chose. Donc, mais au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre de payer, en plus de travailler gratuitement et bénévolement, mais en plus de devoir tout produire. Donc je me suis dit, je vais ouvrir aux dons. Alors, ça a été une première décision, parce que justement, je ne voulais pas d'adhésion, parce que Nine Lives, c'est une association. Je ne voulais pas d'adhésion, parce que l'adhésion, c'est un prix fixe, c'est annuel, etc. Donc je me suis dit, en ouvrant aux dons, c'est ouvert à tout montant, n'importe quelle récurrence. Je voulais que ce soit le plus ouvert possible. Ça a été une petite erreur de ma part, parce que finalement, je me suis dit comme ça, les gens ils peuvent donner 1 euro. Mais même 50 centimes. Enfin, vraiment, le truc, c'est de se dire, voilà, allez, j'aide, je fais un don. Je participe. Et en fait, j'ai été hyper surprise parce que moi, je me suis dit, il y a plein de gens qui vont donner 1 euro, etc. En plus, c'est comme ça que je l'avais présenté. Et finalement, il y a peu de gens, mais qui ont donné beaucoup. Alors, je suis très contente, hein, c'est génial. Mais c'était pas l'idée. Réellement. Je préfère que beaucoup donnent 1 euro plutôt que quelqu'un qui va donner, qui va me faire un chèque de 500 euros, quoi. Finalement, enfin,
Parce que et donc ça s'est avéré une assez mauvaise stratégie d'un autre point de vue, c'est que là donc cet été j'ai cherché des subventions tout simplement parce que les dons au bout d'un moment ça va mais les gens ils vont pas donner ad vitam aeternam et en fait on m'a demandé vous avez combien d'adhérents? Ah et je dis oui mais j'en ai pas. Ah oui mais c'est un problème. Oui mais j'ai des donateurs et enfin voilà donc et moi j'ai cette propension à ne jamais rentrer dans les cases quoi. Donc mais bon je fais avec donc depuis septembre j'ai offert la possibilité aux lecteurs de devenir adhérents. C'est 50 € par an, voilà. Donc ça c'est une possibilité, ça permet. Et c'était surtout pour me permettre de voilà parce que avec les dons, j'ai pas la possibilité de me projeter beaucoup. Même si je dépends pas du tout de ça pour faire vivre Nine Lives, mais en septembre, j'ai débuté la rentrée. Le compte il était à moi 600 €. C'est pas très motivant quoi. En fait, c'est ça surtout. Mais du coup pour les subventions, ils demandent pas plutôt le nombre de personnes qui sont inscrites au newsletter Alors en fait, on le visite sur le site. Alors ça, je l'ai donné, mais je l'ai donné en sus. En fait, c'est des c'est des grilles, formulaires okay. Bêtes. Donc moi, j'ai pas rempli, mais on m'a quand même. J'ai reçu des coups de fil en disant vous avez pas d'adhérents, c'est bizarre, etc. Donc bon, c'est un peu. Voilà. Mais je sais pas. J'attends. J'espère parce qu'en plus c'est des subventions que j'ai demandées qui sont très peu élevées en termes de coûts. Mais voilà, c'est compliqué. Est-ce que je rentre dans les bonnes cases? Ça, je sais pas. J'ai pas encore la réponse. Et comment tu aperçois les prochaines étapes de Nine Lives? Qu'elles sont un peu... c'est toujours sur le fil. Enfin, je me dis toujours que je vais arrêter demain. C'est comme ça, mais j'ai pas le courage d'arrêter. Parce que en fait, une vie sans presse, ça me fait terriblement peur. Mais vraiment, hein. Alors en plus, c'est idiot parce que je sais que la majorité des gens ne lisent pas. Ne lisent plus, se contentent d'un titre, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment. Et puis peut-être que j'ai pas envie d'avoir investi tout ça pour rien. Je sais pas, hein, très sincèrement, j'ai pas de question. J'ai pas de réponse à cette question-là. Maintenant, et puis je suis quelqu'un de assez têtu, un peu pugnace, donc le jour où j'arrêterai, c'est que vraiment j'en aurai ras-le-bol, quoi. Mais ça peut arriver demain. C'est ça qui est magique. Non, mais je pense aussi ce qui doit être aussi assez beau, c'est d'avoir quand même réussi au fur et à mesure des années. Tu dois quand même voir de plus en plus de personnes qui le lisent, ou en tout cas tu dois recevoir des messages de personnes qui doivent te remercier. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que tu continues à écrire. C'est aussi que c'est dur, mais il y a quand même parfois il y a des petites récompenses, c'est sûr. Un petit peu. Ouais, c'est sûr. Qui sont pas financières, mais qui sont oui, ça nourrit, et puis ça nourrit un peu l'ego. Même si très sincèrement, je le fais pas pour ça. Mais c'est sûr qu'on m'envoie beaucoup de messages de soutien, de sympathie. Et puis quand je travaille pour d'autres médias, que je fais des entretiens, des interviews, on va me dire mais ce que vous faites c'est génial dans Nine Lives. Et des gens, je veux dire voilà, il y a des curateurs internationaux, des gens qui sont très haut placés, qui vont me dire ça. Vous êtes devenu la référence et tout. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça j'en sais rien, mais je le prends. Je le prends parce que ils ont pas d'intérêt à me dire ça. Des fois, je travaille pour un autre média avec une autre casquette et jamais on me dit ça. Ce que vous faites, machin, votre média. Il y a que vraiment à chaque fois pour Nine Lives où on va m'apporter ce soutien-là et cette bienveillance, beaucoup. Mais je pense parce que je crois que les gens sentent que c'est quelque chose d'honnête. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je le fais avec une grande honnêteté. D'ailleurs, je le fais uniquement parce que c'est honnête. Parce que sinon, j'aurais pas envie de rentrer dans quelque chose, mais surtout dans la mesure où il n'y a pas d'argent en jeu, ce serait complètement, ça n'aurait pas de sens du tout. Et quelles sont les évolutions que tu as pu voir depuis ces dernières années? T'en as un petit peu parlé, mais autant dans la photographie que dans le milieu de la presse en ligne dans la photographie, ou la presse et la photographie. Enfin, en tout cas, c'est une très grande question, mais je sais pas s'il y a
quelques éléments là qui te viennent. Sur les changements qui s'est opérés ou sur le futur? Alors bon, les deux. Ouais. J'ai envie de dire que ces dernières années, ça va pas en s'arrangeant. Dans le secteur de la photographie, mais vraiment, j'ai vraiment la sensation que c'est un métier qui se paupérise grave. Ça, et que les conditions de vie des photographes, je sais pas s'il était mieux avant, en tout cas on en parle plus. Il y a beaucoup de combats qui sont menés par les organisations professionnelles, différents syndicats, les organisations de gestion collective, tout ça, c'est tout. Et puis les associations aussi qui font énormément de travail là-dessus. Mais c'est long et je pense que c'est un combat qui est extrêmement dur à mener. Et on le voit bien, il y a eu le rapport de Bruno Racine il y a quelques années, là au mois de mars, le rapport de Franceschini qui est sorti difficilement, mais il est sorti quand même, qui fait un état des lieux mais absolument catastrophique. Mais vraiment, et puis ça touche tous les secteurs du milieu de la photo. Je veux dire, le photojournalisme, l'édition, les droits d'auteur qui ne sont absolument pas respectés. Je veux dire, voilà, ça concerne tout le monde. Pareil aussi sur la position des femmes photographes. En termes d'inclusivité, waouh, il y a du boulot à faire quand même dans le milieu de la photo, on est d'accord. Donc, voilà, je sais pas si... Tu penses que c'est dû à quoi? Ces difficultés ou en tout cas J'aurais du mal à dire parce que finalement j'ai une vision très globale, assez étendue des choses, mais pas forcément très précise, puisque voilà, moi finalement j'ai une vision de l'extérieur malgré tout. Je me demande je crois qu'il y a plus de photographes qu'avant. Après, par exemple, ça typiquement, on est absolument incapable de dire combien il y a de photographes en France. Ça c'est dingue. Je veux dire, pour moi, le rapport Franceschini devait y avoir des chiffres. C'est des chiffres qui datent de 2017-2018. C'est quand même assez incroyable. Et on n'est pas capable d'avoir un chiffre. Mais j'ai la sensation qu'il y a plus de photographes. Mais peut-être que j'ai tort. Donc, mais c'est, voilà, en tout cas, avec l'avènement du numérique, avec toutes ces plateformes, etc. Ce que l'on sait, c'est que de toute façon. Il y a eu une utilisation clairement abusive des photographies. Il y a tout un tas de... En fait, ça a amené de nouveaux problèmes qui se sont greffés pour les photographes, pour les agences, pour les collectifs, etc. Donc ça, c'est... Voilà, donc j'ai quand même la sensation qu'il y a des petites choses qui s'arrangent, des petites choses qui s'arrangent pas, qui s'arrangeront peut-être jamais, mais c'est... Quelle chose s'arrange, par exemple? Je sais pas si t'as... il y a, par exemple, il y a certaines... je pense qu'il y a une légère avancée, je dis une légère parce que c'est pas complètement gagné, sur le droit de représentation des photographes dans les expositions. Je veux dire, aujourd'hui, on s'étonne moins quand les photographes demandent à être payés. Je dis on s'étonne moins, parce qu'avant, ils avaient l'impression de tomber des nues, mais voilà, il y a des petits combats, notamment aussi par rapport aux GAFAM. Il y a des deals qui ont été signés avec les OGC, donc les organismes de gestion collective, pour récupérer de l'argent, pour rémunérer les photographes. Mais c'est des petites choses, mais c'est clairement pas suffisant, parce que tout le monde ne fait pas partie d'OGC. OGC, pardon, c'est quoi? Pardon, les organismes de gestion collective, de type SAFE, ADAGP, etc. Donc voilà, il y a des petites choses qui se font. Aussi sur la représentation des femmes photographes dans le milieu de la photo, je pense que c'est... là, on est en 2022. En 2012, on était très, 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 très loin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Je dis pas que tout est réglé, hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, c'est sûr. Donc il y a des petites choses qui se sont mises en place. C'est le fruit de nombreux combats, hein. Il y a beaucoup de gens derrière qui portent ça, mais c'est encourageant. Mais après, voilà, sur la situation de la presse, je me suis désespérée. Je veux dire, je vois pas comment ça peut évoluer. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à maintenir le cap, c'est des gens qui font autre chose à côté, ou alors, qui ont d'autres. Mais de toute façon, ça, c'est là, on sort. C'est la société d'aujourd'hui. On parle maintenant des nouveaux métiers, c'est les slasheuses, dont je fais partie, hein. C'est-à-dire, et t'es journaliste, et tu fais ci, et tu fais ça, tu fais différents métiers, t'as plusieurs
statut juridique, parce qu'en fait t'es obligé, si tu veux avoir un revenu à la fin du mois satisfaisant, t'es obligé de faire plusieurs choses. Donc dans le milieu de la culture, n'y échappe pas, et le milieu de la presse non plus. Donc voilà, on fait un média, mais en même temps à côté on va être agence de com, on va faire ci, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Malheureusement. Donc après c'est un équilibre. Tant qu'on peut sortir un média, c'est bien, à la limite, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de modèle magique. En tout cas, on peut plus aujourd'hui se dire bon bah voilà, je vais juste vivre, je vais faire vivre mon média par des abonnements et par de la pub. Ça, c'est pas possible. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui souhaitent lancer? Alors du coup, c'est une question en deux parties, pour des photographes qui souhaitent travailler dans le milieu de la photographie et pour des personnes qui souhaitent lancer un média photo. Alors, je vais commencer par ceux qui veulent lancer un média photo. Courage, fuyons, j'ai envie de dire. Non, c'est pas facile. En fait, mais ça, d'un point de vue plus général, je trouve que la vie est dure aujourd'hui. Puis là, on a enchaîné pas mal de crises et je trouve que du coup, quitte à ce que ce soit un peu dur, autant faire quelque chose qu'on aime bien. Donc, si on veut devenir photographe, soyons photographes. Quitte à peut-être faire des choses à côté. Si on veut monter un média photo, c'est génial. Enfin, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Parce que moi, j'ai jamais trouvé que la concurrence, d'ailleurs, je m'appelle pas la concurrence, moi, je les appelle mes confrères. Plus on est nombreux, mieux c'est. C'est le jour où il en restera 2 ou 3 où il faudra très sérieusement s'inquiéter. Donc voilà. Pour moi, c'est ça. Oui, c'est difficile, mais je sais pas, je crois pas qu'il y ait de choses faciles aujourd'hui à faire. Par contre, si on fait quelque chose qui nous plaît, la pilule, elle passe mieux. C'est mieux, quoi. Clairement, c'est plus encourageant, ce sera plus facile de pouvoir combattre dans des situations qu'on a choisies, plutôt qu'en plus se battre dans un truc qu'on subit. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, finalement. Et pour les photographes? Donc pour la photographe, un petit peu pareil. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas de métier facile. Par contre, s'il y a un conseil à donner à des jeunes qui aimeraient vivre de la photo, c'est de pas transiger sur tout un tas de... justement, par exemple, il y a trop de gens qui vont leur dire, qui vont un petit peu en abuser. En gros, je te paye en visibilité. Ça touche pas que les photographes, mais en tout cas là c'est clairement le sujet qui nous intéresse. Mais il faut pouvoir dire ok, je suis exposée, donc j'ai le droit à être rémunérée. Et parce que ça, c'est un vrai problème. Mais si tous les photographes faisaient front en disant en fait, si vous ne me payez pas en droit d'auteur pour être exposé, je n'expose pas. Si tout le monde faisait ça, ça changerait tout de suite. Là, ce qui est terrible, c'est que on s'aperçoit que souvent c'est les grosses institutions qui sont plutôt des très mauvais élèves. C'est ceux qui ont le plus d'argent. C'est quand même incroyable. Mais on est quand même trop aujourd'hui, quand on organise un festival, un prix, machin et tout, quand on organise les budgets, y a des lignes pour tout le monde, le directeur artistique, le curateur, la personne qui va peindre les cimaises, etc. Mais on ne pense jamais à inscrire dans la ligne comptable le photographe. Alors que c'est quand même, sans photographe, il y a rien. Ça, faut que les choses changent pas mal. Donc, et je pense que du coup, quand on est photographe, mais je comprends pourquoi ils disent oui. Je veux dire, c'est... Et c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de photographes, donc il y a aussi cette... Oui, mais de toute façon, ils ont... qui doit pas être... Ouais, mais même, c'est-à-dire qu'on leur dit tu vas être exposé, oui, pour moi c'est une visibilité, machin. Ils ont envie d'être montrés, on fait pas une photo pour la garder pour nous, c'est sûr. Mais c'est quasiment du chantage, en fait. Il faut en avoir très conscience de ça. Donc si vous dites moi je veux être payé, et si tout le monde réagit comme ça, parce qu'en fait ça fonctionnera que si tout le monde fait front, les choses elles changeront. Et là, les gens qui ne payent pas commenceront à rémunérer
Ou alors ils arrêteraient de faire des expos photos. Et puis voilà, après il y a plein de trucs un petit peu vicieux en disant bah oui mais je te paye la production de ton expo, donc c'est une rémunération. C'est pas une rémunération. La production c'est une production. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être vigilant à ce niveau-là quand une image est publiée, et encore là je suis pas bien parce que même moi je paye pas les photographes que je publie. Et ça c'est pas bien. Mais voilà, et enfin je veux dire voilà, c'est quand il y a une publication, quand il y a une exposition, il faut respecter le droit d'auteur. Et ça pourra permettre d'arranger pas mal de choses, en tout cas de la situation des photographes. Je veux dire, avant, les photographes qui vivaient très bien, qui étaient publiés, etc., qui avaient une exposition, qui se disaient bon bah voilà, j'ai une expo, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, ça me fait plaisir, je suis flattée, etc., et je vis suffisamment bien à côté pour pas exiger ça. Maintenant c'est plus pareil. C'est-à-dire que la vie elle a changé, on n'est plus dans les années 80 où les expos c'était sympa. Là aujourd'hui les photographes ils ont besoin de vivre, quoi, et la visibilité ça fait bouffer personne. On a fait un grand tour par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaiterais rajouter? Alors peut-être sur le futur en fait, mais d'un point de vue très global, je pense que là il va falloir qu'on ait une grosse prise de conscience sur pas mal de choses. D'un point de vue écologique, clairement, je crois que là, il va falloir qu'on apprenne à changer nos méthodes de travail pour essayer d'être... Enfin, je veux dire, voilà, là, il se passe quand même pas mal de choses en ce moment, et puis on l'a vu avec cet été absolument caniculaire. Voilà, la réalité, là, enfin, je veux dire, on ne peut que la voir. Donc voilà, il y a tout un tas de choses où il va falloir qu'on change nos manières de travailler. Et donc d'un point de vue écologique, voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire de faire traverser des expositions à l'autre bout du monde parce qu'il y a une foire? Est-ce qu'il vaut mieux pas produire quand il s'agit pas de vintage, bien entendu? Voilà, il y a tout un tas de choses qu'il faut réfléchir. Pareil aussi sur le coup, les photographes qui voyagent beaucoup. Et puis aussi, enfin je veux dire, aujourd'hui on a tous un appareil photo dans le monde. Est-ce que ça nécessite aujourd'hui que tous les photographes partent pour photographier ce qui se passe à côté, sachant que par exemple ce qui se passe en Ukraine, je veux dire en Ukraine depuis le mois de février il y a des milliers et des milliers de photographes qui sont partis en Ukraine. On comprend pourquoi, bien évidemment, mais il y a aussi des photographes ukrainiens sur place. Je sais pas, il y a des... Mais ça, c'est une vraie réflexion à mener. Savoir, voilà, je pense qu'en photographie, on a pas mal un pied dans le passé, un pied dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'attachement à la photographie telle qu'elle était lors de l'âge d'or de la photographie. Et ce qu'il faudrait, c'est avoir un pied dans le présent et un pied dans le futur pour pouvoir préparer le futur. Et je comprends pourquoi on est comme ça, et parce qu'on est aussi un peu la tête dans le guidon et qu'on essaye de réparer, enfin d'essayer de survivre au quotidien. Donc c'est difficile de voir puis ça peut faire rêver aussi, le fait de pouvoir voyager. Enfin, je pense qu'il y a aussi des photographes qui veulent être photographes sur le terrain. Et du coup le fait de ne plus voyager est aussi, ou moins voyager serait aussi une part de... Mais c'est vrai que sur la pollution liée au transport, je pense que ça touche tous les secteurs. C'est comme les entreprises qui envoient très facilement. Mais c'est vrai que les photographes, c'est assez visible parce que ils ramènent quelque chose, et puis ils peuvent aller très très loin dans des zones où effectivement il y aurait des photographes sur place qui connaissent encore mieux le terrain. Bah en tout cas, enfin voilà, sur l'Ukraine, c'était assez flagrant finalement. Mais effectivement, voilà, ça fait partie de l'ADN des photographes. Il se passe quelque chose, j'y vais, etc. Mais je pense que, enfin voilà, après, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir plus de 2000 photographes sur place, parce que il y a une saturation finalement. Et puis il y a ça, donc il y a le transport, mais après il y a des milliers et des milliers d'images qui ont été produites, qui sont sur des serveurs, c'est un coût. Enfin, mais même moi personnellement, je me pose des questions sur, je veux dire, Internet, c'est extrêmement énergivore.
sur l'envoi d'un mail, voilà. Enfin, tout représente une pollution possible. Donc je pense qu'il y a des... Moi, la première, je dois mettre en place peut-être des nouveaux modes de fonctionnement pour essayer d'avoir une empreinte moins élevée, mais voilà, je pense que voilà, on doit tous avoir conscience de ça, et puis après en tout cas, voilà, je pense il se passe énormément de choses sur la visibilité des femmes photographes, des femmes tout court, hein, parce que je sais que au sein de Nine Lives, on est plus que paritaire, c'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, je compte plus mon contenu. Je l'ai compté au début, hein, parce que c'était important, parce que clairement, moi, je suis le reflet de l'actualité, mais l'actualité qu'on m'envoie, qui est connue, dont on fait la promotion, etc., était à l'extrême majorité masculine. Donc j'ai été chercher les travaux des photographes femmes, mais aussi j'ai été faire l'interview de curatrices, de galeristes, etc., de montrer plus de femmes. Et ça a été un cercle extrêmement vertueux, puisqu'aujourd'hui j'ai plus à compter, et clairement mon contenu, enfin je veux dire, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet dans mes colonnes. Maintenant c'est un grave sujet ailleurs, quoi. Enfin je veux dire, quand on voit encore des expositions collectives à ultra majorité, je parle pas d'avoir une parité tout le temps partout, et encore qu'à mon avis il faut faire comme j'ai fait, c'est-à-dire se forcer un peu à aller chercher des travaux pour être paritaire, ne serait-ce que pour lancer un petit truc. Mais il y a encore des choses où on se dit qu'il y a c'est quand même gonflé, quoi. On se demande même si c'est pas fait exprès, parce que enfin je veux dire, si on vit dans notre société, enfin je veux dire, je pense qu'on a tous les yeux un petit peu ouverts, et puis l'inclusivité en général, et ça manque clairement de profil dans le milieu de la photo. Je veux dire, la photo aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur l'image du mâle blanc. Moi, ça m'ennuie, parce que c'est pas le monde. Ah non, c'est sûr, c'est vrai que ça n'évolue pas assez pas vite beaucoup, que enfin je veux dire, et puis on sent, il y a il y a une opposition parfois hyper violente. Oui. Mais vraiment, et en fait on a, mais des fois il faut prendre un petit peu de recul, dépassionner tout ça, on dit attends, on parle de quoi là? On parle d'avoir, enfin je veux dire, de donner de la place à plus de mixité, à plus de monde, à plus de genre, à plus de enfin voilà, c'est tout, et en fait à plus de richesse. Et en fait finalement on découvre que non, il y a des gens qui veulent pas, qui ne comprennent pas, je pense. Et puis ils veulent pas. Ils veulent pas, mais je pense qu'ils comprennent pas le sujet. Enfin, je pense qu'il y a aussi un peu de monde, quoi. Un monde qui pour eux c'est comme ça parce que ça a toujours été. Alors ils comprennent pas, mais je pense qu'il y a beaucoup enfin, ils sont pas beaucoup cultivés. C'est-à-dire, quand on lit un peu des bouquins, faut choisir les bons bouquins, hein, bien sûr, parce que si on se contente de lire des bouquins d'histoire écrits par des hommes ou des encyclopédies écrites par des hommes, bah forcément, on a une vision du monde hyper réduite. Mais voilà, et puis là, en ce moment, il y en a plein. Enfin, je veux dire, il y a énormément d'ouvrages qui parlent de plein de choses. Pas uniquement de la photo, mais sur la place des femmes partout. Pourquoi aujourd'hui on a cette vision de la société, la vision de la femme, la vision de l'homme? Ça s'explique. Et donc, ces gens qui ne comprennent pas, je leur invite à se documenter, parce que c'est hyper passionnant, en fait. Il faut être un petit peu curieux. Oui, et laisser parler les femmes. Ouais, entre autres. Bien sûr, ouais, bien sûr, faut pas les museler, quoi. Et les traiter d'hystériques ou de féministes. Merci beaucoup, merci pour cet échange, Erika. Merci à toi, Marine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, me faire part de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite!